Bon, démarrons sur l'OM, bien sûr, qui sortait du match déjà de Coupe de France cette semaine et l'élimination. Donc, ça fait 2 matchs au Vélodrome sans gagner, en l'occurrence. Bon, là, il y avait des choix quand même de De Zerbi ce soir. Enfin, des choix pas payants, quoi. Donc là, on est clairement sur un creux marseillais, les gars, depuis maintenant, on va dire, quelques jours. Même si Marseille ne perd pas. Bon, alors, on peut voir les choses comme ça aussi, en se disant que il n'y a pas de défaite. Il y a 2 matchs différents. C'est-à-dire que tu as un match contre Lille, qui est un des gros, on va dire, de ce championnat cette année, qui est une des très belles équipes et qui est vraiment... Enfin, je veux dire, le match nul n'est pas infamant. En plus, ils étaient revenus, ils étaient menés 1-0, même s'il y avait aussi des questions effectivement à se poser. L'OM de ce soir, c'est un OM qui s'empêtre très vite dans, évidemment, on sait ce que fait Strasbourg, mais justement, cet OM-là, un match par semaine, on le rappelle, deuxième challenger du PSG, doit passer au-delà de ce que fait Strasbourg. T'es empêtré dans le pressing en première période, ça va pas bien. De Zerbi fait des choix forts puisqu'il change 2 joueurs à la mi-temps, dont Mopé. Mais c'est là où tu vois qu'il y a un souci. Et puis effectivement, je crois que Greg va en parler, mais la charnière centrale, enfin la défense centrale et Balerdi à plein d'égards, sur le placement, mais aussi sur l'attitude. Il sort de son match, il s'énerve trop vite, comme il l'a déjà fait plusieurs fois dans la saison. Et ça aussi, c'est individuellement en tout cas. Je trouve qu'il y a trop de carences individuelles dans cette défense versus le reste où il avait trouvé ses solutions, on va dire, offensivement et au milieu un peu de Zerbi. Et là, je pense que cette équipe-là qui est intéressante, ils ont encore quand même des tirs, ils ont des occasions, ils ont 70% de possession. Si elle ne règle pas ces problèmes individuels défensifs, que ce soit cette saison ou pour la prochaine, ça va être compliqué. Alors Balerdi, avant que Greg tu prennes la parole, très énervé sur DAZN. Là, on va l'écouter dans quelques minutes, mais apparemment, il était chaud après le match aussi. Ouais, mais il est toujours chaud, Balerdi. Il ferait mieux de se concentrer, peut-être, non? Ouais. Oui, parce que je reviens sur ce fait de jeu. Le but. Il y a un premier appel d'Emega. Il revient dans l'alignement défensif. On voit les défenseurs qui jettent un coup d'œil sur Emega. Mais après, le plus gros problème aussi, c'est que la source n'est même pas prise. On voit Santos qui est tout seul. Il a toute la latitude de mettre ce ballon. Alors, il le met au bon endroit sans problème. Mais à un moment donné, quand le porteur n'est pas pris, peut-être 3/4 et t'anticipes déjà la profondeur. Eux, ils restent dans l'alignement. Il y a même Brassier qui lève le bras, il joue, à la limite, il joue presque le hors-jeu. À partir de là, c'est trop compliqué de pouvoir exister, même face à Strasbourg. Mais il refait la bêtise en deuxième mi-temps, période. Quand Emega part seul et que ça finit sur le poteau, c'est à nouveau Balerdi qui est mal placé, qui est 1 mètre derrière. Oui, mais alors, c'est un petit peu le paradoxe, parce que je pense que De Zerbi a réussi, avec ce groupe, à mettre en place ses idées. C'est un coach qui aime avoir la possession, qui aime aller chercher l'adversaire, qui a un bloc haut. Donc, dans l'animation défensive, même si tu n'as pas envie de mettre en position illicite tes attaquants, tu les mets forcément parce que tu as un bloc qui monte d'un seul homme. Donc, ça se passe très bien. Ils l'ont fait d'ailleurs contre Lille plutôt bien. Mais à un moment donné, il y a un problème d'individualité. C'est quoi? C'est de la concentration à ce moment-là? Et la qualité aussi, la compétence de certains joueurs, je pense. À un moment donné, tu as beau avoir une belle animation, mais si les joueurs qui font cette animation ont quelques carences, tu payes cher. Là, ce que tu remarques, c'est que individuellement, cette défense, tu as Brassier qui revient, alors que clairement, De Zerbi l'avait déclassé, et à juste titre, parce que Brassier n'y arrivait pas, et clairement, il n'a pas... On le met en vitrine pour le vendre, en fait. Voilà, exactement, il est censé partir en mercato, donc on sait que ce n'est pas un choix d'avenir. Cornelius, on connaît ses limites, même s'il a fait des matchs corrects, c'est limité. Et Balerdi, ça reste limité. C'est-à-dire que c'est le capitaine, c'est l'âme. Et il en fait beaucoup à ce niveau-là pour montrer qu'il est là. Je l'ai vu, il a beaucoup parlé à Brassier dans les temps morts de la première période. Mais en revanche, en termes de caractère, je ne vais même pas revenir sur l'aspect technique et son placement, parce que ça, c'est évidemment capital. Mais déjà, justement, tu me dis de l'énervement d'après-match, mais l'énervement même pendant le match. Il sort souvent de son match à cause de ça. Là, avec Emega, ça s'est chauffé très très fort et Balerdi aurait pu prendre un carton très précoce. On se rappelle qu'il a pris comme ça des cartons précoces qui sont transformés ensuite en rouge avec le deuxième carton. Donc tout ça, ça fait partie aussi de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre être à la Heinze, on va dire, très chaud sur les interventions, très costaud, faire peur à ton adversaire, et puis parler, t'en prendre à l'arbitre, t'en prendre à Emega, faire des mauvais gestes. Les arbitres, en gros, ils l'ont dans le collimateur, Balerdi. Mais moi, je vais te dire, je pense qu'Emega, ils avaient identifié la fragilité de Balerdi, et Emega, il a tout fait pour lui faire péter les plombs, en fait. Ça fait partie du jeu. Oui, bien évidemment. Dans la préparation d'un match, tu sais très bien... le profil, les adversaires contre lesquels tu vas jouer. Quand tu parlais de compétences, en fait, tu visais qui? Les trois ou Balerdi plus spécifiquement? Non, je pense... Mais
Alors, c'est pas tout l'effectif, parce que je vais pas me projeter aussi sur le plan offensif. Parce qu'à partir du moment où tu dis à l'OM, c'est Wai ou Mopé, ton numéro 9, si tu as envie d'exister, il te faut un joueur d'un autre calibre. Faut mettre les choses à plat. Pour moi, ce sont des joueurs de complément, mais pas des titulaires à l'OM si tu as de grandes ambitions. Tu ne pas dimensionner Marseille, quoi. Non, mais c'est ça. Bah, Mopé, tout le monde l'aime bien, il fait pas des mauvais matchs non plus. Oui, mais Mopé, c'est quoi? Parce que Mopé, ok, dans l'investissement, c'est le premier à défendre. Il n'est pas avare d'efforts, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, on demande à un avançant, c'est de mettre des buts. Les meilleures perfs qu'il a faites, c'est peut-être en Ligue 2 avec Brest et avec Brentford en deuxième division anglaise. Il a du mal à exister quand même devant. Donc c'est pour ça, il y a pas mal de points aussi où va falloir s'interroger. C'est quand même une soirée, une semaine particulière où De Zerbi, on le sent lui aussi, comme souvent d'ailleurs, nerveux. Dans ses choix, tu l'as dit, il change des choses. Il rechange à la 46e. Il veut dire à ses joueurs, quand tu changes à la 46e, ça fait mal quand même quand tu es joueur. Donc il y a clairement des choses qui ne lui ont pas convenu. Et je trouve que, à l'instar de Lyon, pour d'autres raisons, dont on a parlé hier dans l'after et dont on parle depuis plusieurs jours sur le côté, ils ont un peu perdu leur mojo, ils ont perdu leur dynamique, tu sens qu'ils sont un peu perdus. Sage aussi a un petit peu perdu la recette. Eh ben, on sent que Marseille, effectivement, là, ils sont dans une zone un peu plus dure. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se rétablir, mais le problème, c'est que même si Mopé, tu juges ça insuffisant, mais n'empêche que ce qu'il faisait jusqu'à présent, moi, je trouve que c'était parfait par rapport au système de jeu, le jeu de haut but, ce que faisait pas Wai, les remises. Il était présent. Là, il sort Mopé à la 46e, donc Havas qui rentre, bon ok, il fait le job, c'est sûr, mais ça veut dire que en gros, ton ossature, ton équipe type, un petit peu le schéma, on disait ça y est, De Zerbi a trouvé son système, tu sais, c'est bon. Le système, il l'a. Après, ouais, si tu arrives à avoir plus-value au niveau des joueurs, pour l'instant, ouais, c'est là où déjà tu sens qu'il est incertain. On voit bien que Cornelius, c'est pas sa cam. Après, je pense, voilà. L'OM est sur le bon chemin, il n'y a pas de problème. Ça se sent, ils sont en train de partir dans un projet qui est vraiment intéressant et cohérent. Donc là, pour moi, ça reste une année de transition encore. On verra déjà la saison prochaine, le recrutement, comment ça va se passer. Et ça, il faut faire confiance à Mehdi. Alors je suis d'accord, sauf qu'il y a la saison en cours. C'est-à-dire que cette saison en cours, non mais quand tu joues Strasbourg qui est 10e, et même si Strasbourg est protagoniste et fait vraiment bien le job, plus que ça même aujourd'hui, justement c'est un challenge intéressant pour l'OM. C'est pas une équipe qui reste bloc bas complet et qui attend, c'est une équipe qui est protagoniste. Mais la philosophie de De Zerbi, elle est top. Non mais ouais, justement, mais dans ce match-là, tu vois, c'est pour moi un match un peu marqueur, parce que tu arrives pas contre le PSG, bon ok, t'es très décevant ce qui s'était passé au Vélodrome, mais c'est le PSG de toute façon, a priori ils sont supérieurs. Ils ont été présents dans plein de matchs, ils ont été assez impressionnants, Marseille d'ailleurs, sur certaines séquences. Et là, j'ai été un peu surpris de voir que ils n'ont pas eu la séquence où, ça y est, ils ont compris, ils ont les certitudes et ils vont vraiment faire très très mal. Oui, mais je pense que l'OM, aujourd'hui, est un petit peu en difficulté. Alors, comme pas mal d'équipes, quand l'équipe adverse vient la chercher. Ben on va décortiquer la stratégie de Strasbourg tout à l'heure. Là, effectivement, je pense que de Rosenior a... Parce que Lille a fait la même chose. Lille a fait la même chose en championnat, en championnat et même en coupe encore mardi. Et je trouve intéressant d'ailleurs, y compris pour ceux qui rencontrent le PSG, parce que Strasbourg fait partie de ces équipes qui en gros veulent le faire. C'est effectivement de se dire, faites-le, tentez des choses, parce que les équipes qui, entre guillemets supérieures sont plutôt gênées en Ligue 1 par ces équipes qui viennent vous chercher, qui font le pressing. À l'instar de Saint-Etienne au Parc. Oui, exactement, c'est ce qu'on a dit l'autre jour. On a dit Saint-Etienne a fait une leçon d'intention, c'est-à-dire que par rapport à d'autres grands qui ont abdiqué au Parc, Saint-Etienne, ils ont dit nous on va y aller. Alors, évidemment, tu as un risque, tu peux en prendre 4. On assiste peut-être à un retournement de situation où c'est fini les équipes qui mettent le bus quand elles vont chez les gros, quoi. Disons qu'il y a les deux. On a plein d'exemples récents qui montrent l'inverse. Je vais te dire, c'est même pire. C'est même pire, c'est que c'est pas forcément les gros qui te donnent le bon exemple. C'est des coachs un peu exotiques, entre guillemets, qu'on ne connaissait pas en Ligue 1, qui viennent, Rosenior ou Orneland avec Saint-Etienne, et qui disent à leurs équipes, en intention, on va faire ça. Après, on verra, c'est pas simple. Tu sais que techniquement, tu vas avoir des failles, tu peux te faire transpercer, mais on va tenter ça. Et ce qui est un peu plus décevant depuis le début de la saison, c'est que les gros, contre le PSG par exemple, parfois ont été beaucoup plus prudents de peur de se faire gifler, quoi, en fait. On rappelle évidemment même Monaco ou l'OM au Vélodrome au match aller. Alors, dans quelques instants, on va écouter Balerdi. On aura Patrice au 32-16, mais vous le savez, on joue sur RMC comme tout ce week-end. Jingle. RMC, des vacances ou de l'argent?
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il paraît que le lundi 20 janvier, c'est le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Je peux y parler. C'est demain. Alors. J'avoue que je ne sais pas d'où sort cette stat. Mais je crois que c'est des scientifiques qui ont sorti ça. Ah bon? On se méfie alors. Ouais. Entre la luminosité, la durée des jours. En plus, c'est un lundi en janvier. Voilà. C'est tout est fermé le lundi en plus. C'est fermé. Le 3e lundi de janvier. Ouais. Non, mais ça fait plusieurs lundis qu'on a un peu le spleen. Bon, en tout cas, c'est demain. Donc, pour vous préparer à cette dépression, RMC vous offre des vacances ou bien du cash. Donc, c'est vous qui choisissez. Il y a jusqu'à 5 000 € à gagner, un séjour clé en main à la montagne, à la campagne ou à la mer. Donc, il faut rester attentif et vous inscrire dès maintenant en envoyant RMC au 7 32 16. Vous vous inscrivez dès maintenant au 7 32 16, RMC au 7 32 16. Et puis, il y aura un tirage au sort tout à l'heure avec un gagnant avec nous d'ici minuit. À tout de suite dans l'after pour Balerdi, Patrice, et puis on parlera de Strasbourg, des autres matchs du jour et on ira en Angleterre tout à l'heure. À tout de suite. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h, l'after continue jusqu'à minuit avec Florent Gautreau, avec Grégory Pesley ce soir. Et donc Balerdi, écoutez-le sur DAZN il y a quelques instants. En fait, il a passé la soirée énervé, je crois. Ça commence à être un peu beaucoup, non? Et je pense qu'il y a des situations limites. Et les arbitres, parfois, on essaie de rester calme, mais il y a des occasions comme ça qu'on essaye. Mais s'ils ne sifflent pas, parce que c'était penalty clair, ils ont fait 1000 fautes. Et l'arbitre, il n'a pas sifflé. Il a sifflé seulement un peu. Il faut mettre des rouges seulement pour nous, et ça marche ça. Les rouges et les penalty, c'est seulement contre nous. C'est incroyable. Bon, là, il nous fait une petite théorie du complot. Et en même temps, ils ont eu les occasions, l'OM. Ils auraient pu aussi plier le match plus tôt. Alors, je vais t'expliquer comment. Après, péno, pas péno. Bon. Je vais t'expliquer comment ça va marcher là. Tu vas noter, tu vas voir ce qui va se passer. Donc là, ce que je vais dire maintenant, franchement, ce qu'il a dit, c'est totalement déconnecté de la réalité du match. Qui est des faits de jeu, qui est des histoires, qui te disent il y a 1000 fautes, c'est pas si vite. T'as l'impression que Strasbourg, ils ont volé leur match, qu'ils ont oublié des pénaux partout, c'est pas vrai. Donc là, je vais dire ça, là, t'as tous les supporters marseillais qui vont me tomber dessus là dans les 5 minutes. Bah, donc Benassia, la semaine dernière, non mais je te le dis, parce que Benassia, la semaine dernière, qui a passé 10 minutes sur Bein à parler de complot, de machin, de trucs. Alors oui, je le répète à tous les supporters marseillais qui m'ont pris la tête toute la semaine, oui, Létang méritait un rouge, puisqu'il y en a eu un pour Benassia, c'est vrai. Létang est pareil, du même style que Benassia, il n'a rien à faire sur le terrain. Benassia n'a rien à faire sur le terrain et Luis Campos n'a rien à faire dans les vestiaires. Donc c'est clair, c'est tout le monde. Donc ça, c'est la même chose. Sauf que, si tu dis ça, donc ils ont oublié là que je viens de parler de Létang et de Luis Campos, ils vont te dire, ils s'en prennent à Benassia, et Benassia, il a raison de dire qu'on s'en prend toujours à nous, et Balerdi, il a raison de... Mais non, les gars, est-ce qu'on peut regarder les matchs et se dire que contre Lille, tu étais mené 1-0, t'es revenu, c'était très bien, mais il y a sans doute des choses à dire en dehors de l'arbitrage. Que ce soir, si tu ne sors pas du pressing de Strasbourg, si tu n'arrives pas à battre le 10e du championnat, il y a d'autres choses à dire que l'arbitrage. Si tu n'arrives à analyser les matchs à Marseille que sous l'angle de l'arbitrage, et que si ton capitaine et ton président, enfin ton directeur du football ne parlent que de ça à la fin des matchs, mais c'est impossible. L'autre jour, l'histoire Benassia, quelque part, on s'en foutait un peu par rapport au match. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que si on parle autant de ça, c'est pas pour éviter de parler des vrais problèmes, entre guillemets, c'est-à-dire que cette équipe qui a un bon système, qui a un bon coach, qui joue bien, je l'ai dit, par séquence, qui joue même très bien, a individuellement des soucis. C'est ça la réalité. Et que Balerdi se concentre sur... son énervement, le contrôle de soi-même et sur, comme disait Greg, les fameuses compétences quand il y a un alignement ou un joueur à marquer, plutôt que de parler de ça. Honnêtement, c'est déconnecté de la réalité du match, ce qu'il a dit. Vraiment, Longoria a crié au scandale aussi. Hein. Ok. Ah ouais. Alors, on l'a pas entendu, mais... Est-ce qu'à la fin de ce match, honnêtement, tu es objectif? Alors pas moi, on va demander à des tas de gens, vous regardez ce match et la première chose que vous dites, le vol caractérisé. Mais c'est pas possible d'analyser un match comme ça. On a déjà vu des choses un peu plus importantes. Maintenant, ils égalisent sur penalty, non? il y a péno, il est sifflé. Non, en fait, ils estiment surtout qu'il y a un deuxième penalty qui n'a pas été sifflé à la fin. La faute sur Rochberg ou la faute sur Rowe, il y en a deux même. C'est ça, hein. Les deux, bien sûr. 3 pénaltys. Donc bon, écoute, moi j'ai pas vu 3 pénaltys. Moi je pense sur Rochberg, par exemple, qui a contact et qui a pas faute, que l'arbitre a vu la faute qu'il fallait siffler, c'est-à-dire celle du pénalty, que celle-là il n'y avait pas faute.
Mais ce qui me paraît bizarre, c'est de se dire uniquement, donc Longoria, Benassia l'autre jour et maintenant Balerdi, que leur seule analyse de ces matchs, ce soit de se dire à la fin, là, on a fait nul contre Strasbourg à cause de l'arbitre. Il n'y a aucune autre raison. Enfin, c'est disproportionné. Tiens, prenons l'avis de Patrice au 32-16. Salut Patrice. Oui, salut, bonsoir. Salut Patrice. Longoria a raison de hurler contre l'arbitre ce soir? Alors, moi, je vais réagir sur 3 points. Alors, c'était le dernier point que je voulais aborder, l'arbitrage. Mais, alors, je vais d'abord réagir sur un premier point. Le premier point, c'est la défense de l'OM. Ouais. La défense de l'OM, c'est un petit peu compliqué. Là, on a Cornelius et Brassier. C'est très compliqué. On le voyait au stade. Brassier, il était un petit peu... Cornelius, il était un petit peu stressé. On avait l'impression avec le ballon. Heureusement qu'il y a Balerdi et qui n'est pas au top de sa forme, qui fait plus ou moins un bon match, on va dire, qui rattrape un petit peu la défense, mais la défense de l'OM cette année, c'est un petit peu compliqué. Deuxième point, c'est que Rongier, quand il n'est pas là, on le voit. Et ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent beaucoup sur le terrain. Et on l'a vu, hein, quand Rongier est là sur le terrain, on perd pas des matchs. Et le troisième point, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, c'est sur l'arbitrage. Alors là, pour ce soir, je suis d'accord avec vous que l'arbitrage, il a été plutôt correct. Je ne comprends pas forcément Balerdi pourquoi il s'est énervé, mais c'est une accumulation en fait. Une accumulation sur les derniers matchs qui sont passés. L'arbitrage avec l'OM, et pas que avec l'OM, l'arbitrage en France, c'est un petit peu catastrophique, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pourtant, il y a le VAR, il paraît que c'est génial, que ça résout tous les problèmes. Donc, c'est valable pour toutes les équipes, en fait. Alors, c'est valable pour toutes les équipes plus ou moins, mais c'est vrai que ça se fait plus ou moins voir quand c'est l'OM. Après, je dis ça parce que peut-être que je suis un supporter marseillais et que je vois ça plus que les autres équipes. Je regarde beaucoup de matchs de Ligue 1, mais ça se fait plus ressentir quand c'est l'OM qui joue. Bon, sur le chat YouTube, il y a des messages Gautreau a rien compris et le message d'après, Gautreau a tout compris. Ah oui, non, mais je te le dis, le supporter. Il est clivant, Gautreau. non, mais si tu oses dire un truc qui est analysant, moi je l'ai dit dans l'after il y a longtemps. Si tu commences ton match, tu ne peux jamais analyser un match par l'arbitrage. Si tu commences ton match, oui, mais tu commences ton match par analyser l'analyse de ton match par l'arbitrage, je pense que c'est une erreur. Sauf si vraiment il y a une erreur manifeste. Là, on revoit l'action où on estime que Doué en fait pousse Rove. Il y a le bras, mais il ne le pousse pas. Il est en train de tomber. Le bras est posé. Mais tu peux siffler penalty. Si l'arbitre siffle penalty, il y a penalty, très bien. Mais s'il y a doute et que dans cette interprétation que tout le monde a, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui disent il n'y a pas péno, 4 personnes disent il y a péno, l'arbitre il a estimé qu'il n'y avait pas pénalty. Et il y a la VAR. Donc la VAR a revu cette action. Donc ça veut dire qu'ils estiment donc que et la VAR et l'arbitre, donc c'est une sorte de complot pour. Après par rapport ensuite Patrice. Oui, Patrice, par rapport au fait que Rongier soit pas là, parce qu'il est vrai qu'il a pas. Attends, Patrice, on arrive juste que Greg donne son avis sur par rapport à Rongier. Patrice parlait de Rongier et c'est une réalité. Tu es d'accord avec Patrice? Oui, il a pas d'équilibre. Mais tu t'adaptes à la situation. Et là, c'est peut-être Deserbi qui a sa part de responsabilité. Tu es en droit, quand à un moment donné, tu vois que tu es en difficulté. Chacun sait que le cœur du jeu, le milieu de terrain, c'est très important. Redescends Rabiot d'un cran et apporte de la sécurité. Et adapte ton schéma offensif différemment. Mais mets au moins Rabiot, Højbjerg et tu retrouves un équilibre. Patrice, vas-y. Oui, alors. C'est vrai que quand on analyse un match, il ne faut pas commencer par l'arbitrage et c'est pas ce que j'ai fait ce soir parce que ça n'a pas été vraiment le cas ce soir. Mais en fait, je pense que c'est, même pour Balerdi là, je comprends pas pourquoi il s'énerve ce soir, mais je pense Balerdi, je pense qu'il sait qu'il a fait un match moyen, qu'il est mal placé sur le but, qu'il est mal placé sur la grosse occasion de Strasbourg en deuxième mi-temps. Donc en fait, voilà, t'es énervé, tu cherches des trucs, là, tu sors ta bouse sur l'arbitrage. C'est pas sa soirée, quoi. Voilà. C'est quand même le meilleur défenseur des 3 ce soir. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il fait un mauvais match et c'est le meilleur défenseur des 3. Je suis d'accord. Et c'est ça le problème, c'est que c'est ça qui est inquiétant en fait. Il nous manque des défenseurs à l'OM. Il nous manque des défenseurs. Et donc là, Balerdi, je pense que c'est une accumulation des choses qui sont passées à l'OM du fait de l'arbitrage. Après, il y a des fois, je prends le match contre Lille. Le match contre Lille, on doit le tuer bien avant qu'il y ait ce fait de jeu, quoi. Mais c'est assez récurrent avec l'OM, c'est que on a des occasions, on les met pas au fond, et après on se plaint de l'arbitrage. Oui, certes, il y a des erreurs d'arbitrage,
mais il faut qu'eux ils se remettent en question et qu'ils mettent des buts avant ces erreurs d'arbitrage. Voilà. Merci Patrice. Merci à vous. Bon retour à la maison. Flo, parce que Greg, quand il dit il y a un problème de niveau, en fait, c'est ce que tu dis globalement. Toi, tu valides De Zerbi, mais tu estimes que ce que représente l'OM, il y a problème derrière, problème devant. Oui, il y a des joueurs de qualité, mais pas suffisantes encore aujourd'hui pour pouvoir exister comme il le faut et se rapprocher clairement de Paris. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Rouli a dit il y a quelques jours, oui, on veut essayer d'aller les chercher. Donc, ils ne sont pas loin, mais c'est pas suffisant. Tu es d'accord avec cette théorie ? Je suis d'accord en partie, parce que sur cette Ligue 1, là, cette année, je pense que, et contre, par exemple, je te dis encore une fois, Marseille contre Strasbourg, tu as normalement, même avec ces joueurs-là, moyen de gagner ce match-là. C'est pour ça que je suis un peu... Ce soir, je suis déçu et je pense qu'effectivement, même De Zerbi se trompe. Tu as tout à fait raison sur l'histoire de ton double pivot. D'ailleurs, Rabiot, il l'avait déjà fait jouer plus bas. Il l'a remonté quand Rongier était avec Højbjerg. Ouais. Et si tu veux, c'était très bien qu'il soit plus haut parce qu'en plus, il est vraiment capable de se projeter et de marquer, Rabiot. Mais effectivement, quand tu n'as pas ton double pivot habituel, c'est sûr que c'est mieux de le sécuriser. Je pense que, si tu veux, ces lacunes-là, elles ne se voyaient pas trop. Et je pense que surtout, elles sont défensives. Défensives au sens large. C'est-à-dire que la façon dont l'OM défend collectivement, parfois, tu vois, c'est plus compliqué. Et individuellement, derrière, c'est vraiment en dessous. Mais même après, ça se passe bien. Ce système se passe bien quand ils ont le ballon, quand ils arrivent à dominer leur adversaire. Mais dès qu'ils commencent à être en difficulté, même à Luis Enrique, c'est pas un défenseur dans l'âme puisque c'est un joueur offensif. Oui, tout à fait. Et c'est un attaquant. Donc, dans certaines situations, c'est pas naturel pour lui de défendre. Moi, ce que j'ai trouvé trop, comment te dire, cette équipe-là qui m'impressionne parfois, qui est capable de mettre son adversaire sous pression, l'OM, d'aller très très vite vers l'avant, de faire mal techniquement justement avec Greenwood. C'est pour ça que je pense qu'ils ont des joueurs que les autres n'ont pas. Rabiot, Højbjerg, c'est indéniable. Tu vois, Greenwood, même le petit Nadir, il y a vraiment de la qualité et ils font vraiment mal à leurs adversaires. Et à l'inverse, j'ai trouvé que assez facilement Strasbourg se procurait des occasions. Je crois qu'en expected goals d'ailleurs Strasbourg est au-dessus de l'OM. Et c'est très rapidement, trop rapidement, je veux dire, ça arrive trop rapidement pour une équipe comme l'OM d'être mis aussi vite en difficulté par une équipe comme Strasbourg. Surtout que tu as compris, Strasbourg, ils le font quand même assez régulièrement. Tu bois ça et tu prends un peu le bouillon, entre guillemets, notamment en termes de pressing sur 45 minutes. Je suis un peu surpris de voir que l'OM n'a pas la réponse à ça plus vite, ne réagit pas plus vite. Après, je reste quand même persuadé que et Greenwood et même Rowe dans ce championnat là, Højbjerg, Rongier quand il est là, il y a de la qualité suffisante pour les battre. Les expected goals, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même 18 tirs à 7 si tu veux, en faveur de Marseille. Mais bon, le tir cadré, on a égalité. Après, c'est pour ça que je parle d'une année de transition pour l'OM. Je pense que après, ils vont recruter au poste où il le faut, où c'est nécessaire. Ouais, enfin, le problème de l'année de transition, c'est que tu n'as pas de Coupe d'Europe cette année. S'il n'y en a pas de nouveau l'année prochaine, oui, mais ça va chauffer quand même. C'est un grand virage quand même. Tu as un nouveau coach avec des nouvelles idées. Tu as tout, même dans toutes les strates du club, il y a eu des changements. Donc à partir de là, tu es reparti sur une feuille blanche quasiment. Dans un instant, Sofiane, au 32-16, on fera une évaluation. Et puis c'est vrai qu'il faut regarder le classement aussi. Là, Flo, tu le disais tout à l'heure. On a peut-être un moment de bascule du championnat, là, parce que Monaco bascule 4e, Marseille ne gagne pas, il commence à y avoir un écart conséquent. Donc, en fait, ce qui est un petit peu terrible, on en parlait hier avec Walid, qui est un peu terrible pour la Ligue 1, c'est de voir que le soir où le week-end où le PSG fait tourner et est en difficulté, en tout cas fait un mauvais match, fait tourner, vraiment faire poser ses cadres. Les mecs qui les remplacent sont pas très bons, le match est gagné quand même, donc même pour Lens, je comprends Steele qui s'est dit c'est con parce que si on n'arrive pas à faire un nul contre cette équipe-là du PSG, on n'y arrivera jamais. Eh ben, le PSG ce soir récupère un point de plus ou deux même sur l'OM, 15 sur Monaco. Combien ils ont sur l'OM ? 9, je crois, c'est 9. Ça hein 9 d'avance sur l'OM, 15 sur Monaco et 0 défaite, 14 victoires, 4 nuls pour le PSG. Et les équipes derrière n'arrivent pas à se rapprocher plus. Tu te dis, et pendant ce temps-là, Luis Enrique arrive à faire tourner, à s'amuser, entre guillemets, à changer son équipe et à gagner quand même. Moi, je trouve que c'est un peu ça qui fait du mal. Ça prouve la marge qu'a Paris en Ligue 1. Mais après, par contre, par rapport à tout ça, sur les dernières saisons, il est vrai que Paris avait été
clairement accroché dans tous ces matchs comme Monaco, comme Lille, comme Lens. Cette saison, non. Ouais, cette saison, il gagne à chaque fois contre les gros. Ça met en avant aussi le travail de Luis Enrique. Qu'on aime ou que l'on n'aime pas Luis Enrique, il fait le nécessaire. Dans un instant, Sofiane avec nous au 32-16, évaluation marseillaise, et puis on parlera de Strasbourg si vous le voulez bien. Parce que la charnière Ducrot-Paisley, à l'époque, c'était autre chose au Racing que Balerdi-Cornelius, si je puis me permettre. Ils ont quand même fait une série d'une 20aine de matchs sans victoire avec Purlan. Quasiment 11. À 11. On t'a pas sorti 11 matchs sans victoire. Putain, les gars, franchement, mais c'était à 11. C'est la honte, franchement. Jamais été pas sorti à la 46e comme Cornelius. C'est arrivé ça, hein? Non. Ça fait mal quand même. Bon, après, ça peut être tactique. Hein. Ah, c'est tactique, ouais, mais parfois, c'est pas tactique. Quand c'est pas tactique, ça fait mal. Après, ça peut arriver. Bon, sinon, sur les expected goals, t'as tout faux. Ah, 2,91 Marseille, 0,78 Strasbourg. Ouais, je sais pas où t'as vu ta stat, mais. Non, oui, c'était l'inverse. Non, c'est la stat est l'inverse. C'était une autre saison. Ouais, c'était une autre saison. Non, mais alors. Mais cela dit, ce qui reste vrai, c'est effectivement pas en expected goals, mais en danger, c'est-à-dire que j'avais l'impression à chaque fois qu'il y avait une ouverture que dans l'axe de la défense marseillaise, il allait y avoir un danger. Mais après, effectivement, Balerdi est sans doute en partie fautif, pas seulement parce que effectivement, oui, c'est toute l'animation défensive. Je remarquais quand même qu'effectivement sur les appels, notamment strasbourgeois, en fait, les défenseurs marseillais ne se parlaient pas énormément. Alors, je sais pas si tu as besoin de te parler ou pas, si tu as une habitude, toi, Greg. C'est mieux quand même. Ils jouent pas toujours ensemble, les trois en plus. Là, ouais, c'est ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait. Avec Bernardo derrière, c'est pas évident. Et dans les arrêts de jeu, à l'inverse, il y avait beaucoup de discussions entre les défenseurs parce que je pense qu'il y avait beaucoup de calage à faire. Allez, à tout de suite dans l'after pour conclure sur l'OM. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h17, Grégory Paisley, Florent Gautreau, ce soir sont là, messieurs. Ah ouais. Pierre Ducrot nous dit, ouais, enfin nous on avait Renteria devant et pas Emega. C'est vrai que Renteria, qui est une sorte d'obscur Colombien, qui a dû mettre un but en 50 matchs, il n'est pas rentré dans la légende. Pierre a raison. Voilà, je valide. Bon, Marseille, on y revient. Sofiane est là. Salut Sofiane. Salut à tous. Salut Sofiane. Bon, c'était au stade. Oui, c'était au stade. Bon, comment t'expliques cette mauvaise passe là, cette semaine un peu pourrie? Je sais pas. Il y a plusieurs raisons, hein, je pense. Je pense que en fait, peut-être pour moi, le tournant, c'est depuis ce match du LOSC qui sont venus justement. Tu parles du match de championnat là. Le championnat, oui. Ils sont venus justement gêner cette sortie et peut-être tout le monde maintenant s'inspire, notamment Rennes, même si Rennes n'est pas vraiment venu très haut pour empêcher cette relance. Et là, ce soir, encore mieux, on a vu du mieux. Cette équipe strasbourgeoise, non seulement ils sont venus gêner, mais quelque chose de nouveau pour moi, c'est qu'il y avait les deux relieurs justement strasbourgeois qui ont empêché justement cette relance. Mais même l'attaquant, au lieu de reculer, il allait chercher justement ce départ de cette passe, notamment Balerdi au Rouli, et ça t'a vraiment empêché de sortir le ballon. Et voilà, maintenant, moi, quand je fais mes articles, par exemple, là, je les fais sur la Marseillaise, en fait, j'analyse les matchs de Marseille. Ouais. Ce que je demande un peu, c'est d'avoir plusieurs variantes. Parce que quand, je veux dire, le jeu de l'OM, maintenant, tout le monde le sait, sortie de balle axiale. Mais si tu n'as pas d'autre alternative, à un moment donné, quand tu es en difficulté dans cette sortie, ben, tu es un peu droit dans le mur. Et ton jeu long, il n'est pas fluide. Après, ben voilà, tu te retrouves avec des difficultés. J'aime beaucoup, par contre, en deuxième période, là où il y a une réorganisation tactique avec l'incorporation de Lirola, quand ils sont revenus à 4 derrière. Et là, voilà, on a vu par exemple Enrique sur le côté où il ne défendait pas, il ne revenait pas. Il a été beaucoup plus dangereux que c'est d'ailleurs la phase où Marseille a été le plus dangereux. Et oui, c'est là où ils se sont procurés beaucoup plus d'occasions. Ils auraient pu même marquer des buts. On a eu des combis, ça a changé. Gilbert, c'était vraiment devant la défense. Voilà, on a vu beaucoup de... Moi, ce que je reproche un peu, en fait... si tu veux, c'est beaucoup plus en fait le fait d'insister à chaque fois de sortir de la même manière. Des fois, ça marche. Donc, pour ne pas leur manquer de respect, les Saint-Etienne et tout ça, ça a marché, ok, il n'y a pas de souci, 5-0, le Havre et tout. Mais à un moment donné, quand tu tombes avec des équipes qui viennent te chercher, justement, qui te mettent en difficulté, bah, c'est à toi, justement, de sortir quelque chose du chapeau pour essayer de les contrecarrer. Parce que même à un moment donné, on voyait l'alignement.
du côté strasbourgeois, il y avait quelque chose à aller chercher. Ils ont laissé un peu quelques espaces dans leur dos. Donc, qui c'est qui va aller demander dans la profondeur? Si mon pays décroche, l'autre il décroche, l'autre il décroche, il n'y a personne qui va. Donc après, tu te retrouves un peu avec un bouchon, des embouteillages, et après, ça te reste que la largeur. Mais après la largeur, avec la transmission de balle très très lente, après, tu es en difficulté. Bon, il y en a quand même qui ont fait leur match. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de Greenwood, par exemple? Greenwood, ça va, je veux dire, c'était correct. Un peu, il a essayé sur le côté toujours, permutation avec Luis Enrique. Mais après, un mot quand même sur sa défense, parce que là, c'est une défense inédite. Cornelius sur le côté droit, il peut pas prendre le côté. On a vu quand même Murillo, il a beaucoup manqué sur le côté avec Luis Enrique. Même au milieu, moi je pense que Rongier quand même, c'est un élément très important parce qu'on voit quand même malgré les critiqués, il y a beaucoup qui pensent que c'est pas un élément très important. Mais là ce soir, je pense qu'on a vu que la jeunesse est bien. Nadir, il arrive. Mais il faut qu'il soit régulier, il faut qu'il travaille un peu plus davantage parce que ce soir, le pauvre, il était un peu en difficulté pour ne pas dire plus. Bon, on avait aussi le jeune Vaz qui ne jouera jamais avec Lindsay Rose. C'est dommage. Non, mais il aurait pu jouer. Il n'a pas été formé à Soissons. Ah, il n'a pas été formé à Soissons. Pas mal. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'à la fois, je pense que vraiment De Zerbi se pose des questions lui aussi sur cette période parce que dans sa compo, donc il change des choses, il rechange à la 46e. Et d'ailleurs, ces changements à la 46e, pour le coup, ont eu une influence. Oui, c'est ce que disait Sofiane. Lirola, effectivement, Vaz, même à sa façon, ça a apporté quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il s'est sans doute trompé dans la compo. Aussi, comme disait Greg, en mettant Rabiot trop haut. C'est pour ça, c'est dans ces moments-là, on parlait de ça pour Sage hier avec Lyon, tu as un moment où tu es obligé de changer des choses. Il y a des choses qui ne vont pas, donc il faut que tu changes, et tu changes des choses, mais Sofiane, pas forcément les bonnes. Une fois n'est pas coutume, on va écouter Rosenior. Je crois que c'est la première fois dans l'after. Coach de Strasbourg, en anglais normalement. On va voir. Aujourd'hui, vous avez été aussi ambitieux dans le jeu. Vous avez obtenu un bon résultat. Jusqu'où vous pouvez aller? Qu'est-ce que tu vois sur cette deuxième partie de saison? Felix and Emma, after the game, they show a lot of frustration with the score, you know, and they show a lot. Ah mince, là il y a une traduction en fait à Rosenior en anglais de la question en français. On va écouter une réponse, mais ça risque d'être long là, parce que s'il y a traduction dans tous les sens. Allez. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Ce que j'aime le plus dans ce groupe, c'est leur jeunesse, leur envie. Aujourd'hui, on était dans un environnement difficile. Je ne veux pas changer. Je veux continuer dans la même voie. Voilà. Et si vous n'êtes pas ambitieux, il n'y a aucune raison d'aller sur le terrain. Donc on est dans un process où on veut s'améliorer à chaque fois. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que donc en gros, on en reparlera de Strasbourg dans quelques instants parce qu'en fait Strasbourg est sur une super série sans défaite et puis Strasbourg joue toujours pareil. Donc c'est ce qu'il dit là en fait. Lui il dit moi c'est ma. Il changera pas sa philosophie. C'est ma philosophie et on y va comme ça et puis voilà. Alors juste je reviens à ce que disait tactiquement Sofiane pour avoir votre avis. Lille est allé effectivement chercher Marseille assez haut. Strasbourg est allé chercher Marseille assez haut. Là, Marseille va à Nice, qui est sur une bonne phase. Ensuite, Marseille reçoit Lyon, qui est plutôt sur une mauvaise phase. Bon, ça reste Lyon quand même. Bon, donc ça veut dire que là, peut-être qu'on a trouvé la méthode. Je rappelle quand même qu'il y a quelques temps, on savait que pour aller gêner le PSG, même avec toutes les individualités, il fallait faire la même chose. Mais beaucoup d'équipes n'osaient pas le faire. Donc là, avec Marseille, est-ce que ça veut dire que De Zerbi va devoir répondre, inventer autre chose, justement, peut-être, ou comment vous voyez la suite, vous? Après, on parle souvent d'animation, de système. De Zerbi, à la base, lui, il joue en 4-2-3-1. Quand je le commente à Sassuolo en Italie, c'était du 4-2-3-1. Il est arrivé à Marseille, il a commencé par du 4-2-3-1. Et il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a basculé sur une défense à 3. Donc l'animation, il sera en capacité de s'adapter. Changer, oui. Et là, ce soir, ça a mieux marché quand ils ont changé tactiquement en deuxième mi-temps. Oui, parce qu'il avait des profils qui permettaient de jouer dans ce système-là. Lirola, c'est un arrière-droit. Il l'avait à Sassuolo, il jouait latéral droit. Luis Enrique est un joueur de couloir, il peut jouer plus haut. Il l'a mis dans les meilleures conditions. Donc à partir de là, tu as un rendu qui est complètement différent. En fait, comme il a, j'irais quand même un déséquilibre sur son côté défensif, en qualité. Je pense que lui, il le sait, c'est là qu'il est moins fort. Lui, il a intérêt à aller gagner les matchs avec ses joueurs forts. Oui, et donc à mettre Luis Enrique, par exemple, dans de meilleures conditions. C'est-à-dire que si tu passes pas plus par Luis Enrique offensivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de danger dans le jeu de l'OM. Donc il faut que, pour arriver à ça,
effectivement qu'ils mettent les joueurs offensifs, qui mettent l'animation défensive, qui mettent les joueurs offensifs dans les meilleures conditions. Il faut que Luis Enrique puisse être servi, c'est lui qui met le feu, mais je parle offensivement. En revanche, si lui, tu lui demandes de faire que du travail défensif, c'est pas là où il est meilleur, et tu perds en plus un atout offensif. Donc, je pense quand même que la réflexion sur la défense, elle est plus pour la saison prochaine. Il faut que cette équipe-là s'améliore et monte d'un cran. Mais cette année, je reste persuadé quand même, puisque tu parlais des matchs à venir, que l'OM qu'on a vu, je pense qu'il y a des moments comme ça dans les saisons. Tu as des moments où tu as une réflexion, où tu te dis, tiens, comment je fais? Tu vois, Merlin, par exemple. Merlin, on sent bien qu'il se demande de Zerbi. Il a été un peu moins performant, il le sort, mais tu vois, quand ça va pas, il décide de remettre Merlin. Et moi, je pense que Merlin, malgré tout, ça fait partie des joueurs là, dans l'effectif qu'il a, sur lesquels il doit s'appuyer. Donc, je pense qu'il y a un petit moment de flottement ponctuel, mais l'OM a la force et surtout la tranquillité, on va dire, de préparer ses matchs alors que les autres jouent la Coupe d'Europe. Et je pense que là, par rapport à ce que tu dis, par exemple, tu parles du match de Lyon, je pense que l'OM, en ce moment, avec les certitudes, on va dire, qu'il avait là sur son système, est supérieur au Lyon actuel. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour l'OM. Je trouve que ce que l'OM fait, par exemple, ce que l'OM a fait en deuxième période, au moins, ça ressemblait un peu à ce qu'on connaît de l'OM, qui est allé appuyer et dont avec les changements de Zerbi, qui a vraiment existé. Ce qui m'a évidemment, comme souvent, puisque j'en parlais la semaine dernière aussi, les séquences où l'OM est moins bon, ça arrive dans un match. Bon, bah là, c'était aux premières périodes parce que Strasbourg a réussi à les contrarier. C'est encore une équipe qui a des moments de réaction et des moments où ils sont moins forts. C'est logique pour une équipe. Après, c'est le lot de toutes les équipes. C'est cyclique, tu as temps fort, temps faible. C'est pour ça qu'on en parle. C'est sûr, mais dans tes temps faibles, tu es en grosse difficulté. Ah oui, c'est ça. C'est ça que c'est là où j'ai été surpris, disons, sur le déséquilibre, sur le fait que, par exemple, 2 fois, Emega se retrouve seul face au gardien dans un face-à-face. Enfin, il a raté le deuxième, mais il s'est très très mal amené. Et c'est vrai que normalement, tu ne dois pas voir ça à ce niveau-là, pas au Vélodrome. Oui, mais c'est un parti pris. C'est un bloc qui joue très très haut. Et si tu arrives à sortir du pressing de l'OM, tu arrives à les mettre en danger immédiatement. Sofiane, tu veux rajouter un truc? Non, après, moi, en fait, c'est pas vraiment le dispositif tactique. C'est une chose, mais c'est plus l'animation. Parce que même si tu peux avoir un 4-2-3-1, mais si l'animation elle est la même qu'en 3, tu vas demander à un de tes deux qui va venir s'intercaler entre les deux axiaux. Voilà, moi en fait ce que je reproche un petit peu, si je peux me permettre, c'est plus en fait c'est le fait d'insister souvent avec une seule animation. Et c'est qu'à un moment donné, quand tu es en difficulté, tu n'arrives pas parce que tu n'as pas autre chose à proposer. Et j'ai bien aimé, comme il a dit tout à l'heure, j'ai oublié le nom, donc par rapport au changement, ça c'était bien. Ça, le changement, c'était bien. Donc, on a vu une autre équipe qui proposait des choses très intéressantes sur le côté, avec la libération justement des deux, même si Rob, bon, c'était pas vraiment ça, il a été correct, mais pas vraiment, il pousse tout plein, contrairement à Enrique sur le côté. Il s'est beaucoup plus libéré, il tentait des trucs en 1 contre 1, il était très très bon. Donc, en fait, si tu veux, c'est que voilà, c'est juste avoir une autre alternative. Et pour justement alterner le jeu court, le jeu lent, tout simplement. Parce qu'en fait, là, actuellement, tu n'as pas les éléments pour pouvoir asseoir ce jeu-là de sortie de balle comme ça, avec une attaque placée, avec un jeu très léger comme ça. Tu n'as pas les éléments pour. Techniquement, on a vu beaucoup de déchets techniques. Des fois, il y avait des passes, mais on se posait des questions. Moi, je regardais, même mon petit qui est à côté de moi, c'est à U13, il me dit, papa, encore il a raté sa passe. Donc, tu vois, je peux te dire, c'est que quand tu as les éléments, tout le monde a envie de faire comme Pep et tous ces grands clubs-là. Mais par contre, donc tu rejoins Greg sur la qualité générale, donc en fait, si je comprends bien, Sofiane. Je te remercie, en tout cas, merci. Bonne analyse tactique de Sofiane. Oui, tout à fait. Après, il y a des trucs intéressants sur les coachs. Des deux côtés d'ailleurs, mais des coachs en Ligue 1, à l'inverse, on peut être inquiet parfois sur le niveau technique des joueurs. Mais tu vois, De Zerbi, dans la réaction, dans ce qu'il met en place déjà, ce qu'il a mis en place à l'OM, dans la réaction, là, moi j'ai bien aimé dès la 46e, dès la mi-temps, il fasse ces changements-là. Donc tu arrives à changer la phase de ton équipe et la phase d'un match. Et Rosenior, à sa façon, comme le coach de Saint-Etienne au Parc, aussi, ça apporte quelque chose d'avoir des coachs qui ont ces intentions-là. On va parler de Strasbourg dans quelques instants avec Antoine et puis les autres matchs du jour, bien sûr, avant de partir en Angleterre et en Espagne. On va aller faire un tour. On va avoir Edgar Grollo également tout à l'heure qui va nous raconter le match de Mbappé. Et puis, on me signale que si Vaz ne jouera pas avec l'Inseros, en revanche, il est possible qu'il joue avec Muguet. Puisque Muguet, qui appartient toujours à l'OM, est prêté en Grèce. Donc, il va revenir.
Donc on veut l'attaque Vaz Muguet. C'est vrai. Ouais. C'est plus en prochaine peut-être. Vaz Muguet et non, il y avait... c'est pas spontané. Je te laisse réfléchir. C'est pas spontané, Flo. Non, il y avait comment il s'appelait le joueur là. Il y avait un joueur en nom Fleury aussi. Tu veux dire Lys Il Mousset. jouer à Fleury d'ailleurs. Lys Mousset. Il aurait pu jouer à Fleury-Mérogis. Pourquoi pas. Allez, à tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h31, Florent Gautreau et Greg Pesley qui est là. On chambrait Greg tout à l'heure sur sa charnière mythique avec Pierre Ducrot à Strasbourg. Et sur le chat YouTube, il y a quelqu'un qui a dit le meilleur match de Greg, c'est dans Didier. J'ai été démasqué, Gilbert. Dans le film Didier. Ouais, mais en fait, j'étais un acteur. J'ai joué 15 ans, mais en tant qu'acteur. C'est bon quand même. T'as tenu longtemps alors. Imposteur. Comment? T'as tenu longtemps alors. Ouais, je suis un bel imposteur. Non, mais t'es pas sérieux quand tu dis ça. Non. Non, mais en revanche, ce film, c'était très sympa. On en parlait en antenne parce qu'à la fin, le centre de formation du PSG avait participé. Et à la fin, on voyait tous les jeunes et les joueurs du PSG. Didier avec Alain Chabat, bien sûr. Avec Alain Chabat, qui était dans le générique et qu'on voyait, que ça avait été bien mis en valeur. Mais pour la faire courte, on jouait le week-end avec la réserve du PSG. Mais par contre, le tournage se faisait au parc de 21h à 6h du matin. Waouh. Alors parfois, on n'avait qu'une séquence. Ça veut dire qu'il y avait des lits de camp aménagés dans les vestiaires et tout. Ah ouais, vous deviez être là. Et nous, on devait être là. Et je me souviens qu'un jour, Djamel, il dormait. Djamel Belmadi. On doit le réveiller vers 4h du mat. Ah, t'as une scène à jouer. Oh, il a fait une tête, Djamel, extraordinaire. C'est ça les coulisses du tournage. Bon. C'est vrai que votre priorité, c'était peut-être plus le foot que faire de figuration. Oui, clairement, mais c'est une belle aventure. C'était marrant. Quel grand film. Petit point sur notre pétition. Je ne sais pas si tu es au courant, je t'informe. On a lancé une pétition dans l'after la semaine dernière pour le retour de la prolongation en Coupe de France. Ah. Parce que franchement. Ça fait partie du. Faut arrêter là. Du folklore. T'étais à Marseille en plus, toi, à Marseille-Lille. T'aurais pas voulu une prolongue là? C'était pas le match idéal pour une belle prolongue? Mais même Bourgoin-Lyon. Bourgoin-Lyon, pareil. Ah oui, clairement. Donc tu la signes la pétition? Ouais, je la signe. Voilà. On est à plus de 4000 signataires. Donc on va la laisser en ligne jusqu'au prochain tour de la Coupe. Et après, on la ramène à la Fédé. Voilà. Vous allez sur le compte Twitter de l'After ou sur le mien, vous aurez le lien pour aller signer. Voilà, il suffit de cliquer. Hein, la dramaturgie de la Coupe de France. Ça bien sûr, les prolongations, c'est le football, la fatigue, la gestion des coachs, les champions qui se révèlent. Bref. Les belles histoires. Et voilà, on veut la prolongue. Il y en a marre. Ça, c'est fait. C'est vrai que c'est un football d'éjaculateur précoce. Merci. Florent, pour cette comparaison, qui te vaudra peut-être 1 euro dans la cagnotte. Non, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de Strasbourg, les gars. Antoine est avec nous au 32-16, supporter du Racing. Salut Antoine. Salut tout le monde, salut l'équipe. Quelle série? Ouais, quelle série. Et alors, ce que je disais Ludo... Je crois que ça en est sur 5 matchs sans défaite. Ou 6, ouais, attends. C'est ça. Je vérifie. 5. Avec la coupe. Il n'y a pas eu un nul. Ah, si tu mets la coupe avec, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, j'étais caché en virage sud ce soir. Oh. Comment t'as fait? J'ai mis un pull sur le maillot. Ah, mais t'avais ton maillot de Strasbourg dans le virage sud de Marseille. J'avais un t-shirt marqué né en Alsace. Mais j'avais sous le pull parce que je suis quand même pas. Voilà. T'es quand même pas fou. Mais j'habite à Marseille. Tu t'étais pas parfumé à la choucroute. C'est ça, exactement. Mais non, et du coup. Moi, Strasbourg, ce soir, je l'ai vu Strasbourg faire son match avec son plan de jeu, avec ce que Rosseigneur nous propose depuis le début de la saison. Et moi, je suis plutôt content. Le seul problème pour moi, la limite aujourd'hui de ce que fait Rosseigneur, c'est pas ce que propose Rosseigneur, c'est pas ce que proposent les joueurs. Je vais mettre un petit tacle à la multipropriété, mais tant pis. Ils sont où les millions? Parce qu'on nous dit que c'est bon, Bloco arrive, on va avoir plein d'argent. À Strasbourg, on a une stat qui est assez folle. On a la meilleure équipe de Ligue 1 devant le PSG au bout d'1 heure de jeu. Le problème, c'est qu'on n'a pas de banc. Non, le problème, c'est que les matchs sont trop longs. Ouais, non, mais non, pas du tout. Mais non, le football, c'est 90 minutes. Le football, c'est 90 minutes, voire le temps additionnel. Et j'ai aucun problème avec ça, et c'est les règles. Mais on n'a pas de banc. On a des jeunes qui sont super, mais on manque de cadre. On n'a pas de cadre. On a des joueurs, on a Nanassi, on a Diarra, on a Emega qui sont super. Moi, j'adore les voir jouer. Mais on manque de banc, on manque de profondeur, et donc en fin de match, on fatigue. En fait, c'est la stratégie. Parce que les millions, Antoine, ils sont là, puisque Strasbourg a dépensé une somme astronomique. J'ai plus la somme exacte en tête, mais je crois qu'on est au-dessus de 40 millions d'euros de recrutement, ce qui pour Strasbourg est du jamais vu. Mais comme tu le dis, que des jeunes, t'as pas un taulier. Il y avait une équipe en première moitié de saison qui était la moyenne d'âge de l'équipe était la plus jeune sur les 20 dernières années de tous les grands championnats. C'est ça. Non, mais c'est très bien.
faut construire. On est en construction et c'est bien. Mais malgré tout, quand on construit, il faut quand même un ou deux gars au milieu, un mec derrière, je sais pas. Il faut des gens un par ligne, il t'en faut. Ouais, voilà. On parle à la limite devant. Moi, j'aime bien la jeunesse devant. Ça me va si on n'a pas forcément devant des cadres. Un mec comme Emega, moi, ça peut entre guillemets me suffire. Mais au milieu, Diarra, j'adore ce joueur, mais il manque du monde. Derrière, on l'a vu ce soir. Derrière, moi, j'ai vu la veille de match, j'ai eu peur parce que derrière, les noms, je me suis dit, ça va être compliqué. Marseille, avec Greenwood, parce que j'aurais pas mal de matchs de Marseille, je vis à Marseille, donc voilà. Et tous les gens autour de moi, c'est des supporters de Marseille, c'est normal, comme toute la ville. Mais quand je vois des Raw, quand je vois des Greenwood, quand je vois des gars comme ça, je me suis dit, derrière, ça va être compliqué pour nous. Et en fait, on a plutôt bien tenu, je suis content. Et après, j'entends Balerdi, je sors du stade, je rentre chez moi, je mets les écouteurs, je mets RMC, j'écoute, et j'entends Balerdi. Et là, je dis non, c'est pas possible. Il faut que les Marseillais, il faut qu'ils arrêtent enfin, pas les supporters, mais le club, il faut qu'ils arrêtent de tomber dans cette victimisation, même si on sait que certains coachs n'ont pas été, certains arbitres n'ont pas été cool avec l'OM. Il y a eu des trucs. Je trouve que l'OM, effectivement, certains sont pas cool avec eux. Mais retomber dans la victimisation quand on voit le match de Balerdi, quand on voit des erreurs qu'il a faites, mais qui étaient flagrantes. Je les ai vues devant moi. C'est ce qu'on a dit. C'est lui, le mauvais placement sur toutes les occasions de Strasbourg. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter et de dire Strasbourg méritait des rouges. Moi, le match que j'ai vu, c'est effectivement des Strasbourgeois qui tombaient un peu plus à la fin du match, mais je pense que c'était la fatigue, parce que les changements, Sébastien rentrait tard, etc. Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est des gestes de Marseillais qui n'étaient pas cool. Il y a eu des coups qui sont partis que l'arbitre n'a pas vu. Parce que c'était de l'autre côté du terrain quand le jeu est reparti et compagnie. Rabiot, il méritait au moins un, si c'est pas 2 cartons jaunes minimum. Enfin, il y a eu des trucs où arriver en fin de match et même le président et faire un peu ses pleureurs en disant on nous vole encore, machin. Non. Strasbourg. Soi-disant, on est une petite équipe, j'ai entendu ça en sortant du stade, on joue toujours comme ça contre les petites équipes. En attendant, nous, 2017, on a un titre en Coupe de la Ligue, et je veux bien savoir que c'est que la Coupe de la Ligue, mais Marseille, on attend encore leur Coupe de la Ligue, depuis 2010. Puis là, c'est mal barré pour l'avoir. Voilà, mais les petites équipes, entre guillemets, elles les tiennent, elles font 1-1, et qu'à un moment, si Marseille veut devenir un grand d'Europe, redevenir un grand d'Europe, il va falloir commencer à se regarder un peu soi et arrêter de regarder les autres. J'ai les déclats exacts de Longoria là, sur DAZN. Voilà, alors il dit, ouvrez les guillemets, je n'aime pas m'exprimer après les matchs. Bon, voilà, il est venu quand même. Mais il dit, il faut dire stop. L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n'est pas en action de jouer le ballon. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Jusqu'où va-t-on arriver avec l'OM? Donc là, il y a gros coup de gueule, effectivement, de Longoria. Pourquoi le VAR n'arrête pas l'action, dit-il. Vous avez joué au foot, là il parlait à Chirou qui était consultant ce soir sur DAZN. Il dit, vous avez joué au foot, une action dans laquelle il ne joue pas le ballon, on met la main dans le dos, action manifeste, c'est penalty toute la vie, dit Longoria. Il l'a poussé, il y a faute. Voilà. Chaque week-end, c'est la même chose, dit Longoria. Très énervé. Ouais. Et puis Mega, il est tombé un moment aussi sur un tacle dans la surface qui mérite. Voilà, quand même. J'aimerais parler un peu de Rosenior. Voilà, si tu permets. Moi, je trouve qu'il propose quelque chose. Voilà, Rosenior, depuis le début de la saison, vous l'avez dit avant, le côté un peu exotique de certains coachs, effectivement, sur Saint-Etienne, Rosenior. Moi, cette année, je vois du jeu. L'année dernière, avec Vieira, on va parler de Strasbourg, je me suis emmerdé toute la saison. Il n'y a pas d'autre mot. Il y avait quelques temps, on lançait un truc, il y avait quelque chose, machin, mais j'ai adoré Vieira, c'est un joueur qui m'a fait rêver, mais bon, pour l'instant, comme coach, moi, c'était pas ça. Rosenior, cette année, par contre, on a du jeu, on a une proposition, on a un système, on va chercher les équipes. On a effectivement qu'on parle. T'as un avantage avec Rosenior, c'est que tu t'ennuies jamais dans un match. Tu peux perdre, gagner, mais tu vas jamais t'emmerder. Il se passe toujours quelque chose. Voilà. Ouais, des fois, ça fait peur. Attention, je dis pas. Oui, des fois, t'as l'impression que c'est un peu suicidaire. Parce que, bon. Et le classement, on n'est pas dans les 3 premiers. Ok, mais. Tu sais, t'es pas si loin. Strasbourg gagné ce soir, t'étais à 3 points de la zone européenne. C'est ça. Et si on fait une bonne deuxième partie de saison, si on a un peu des mecs derrière qui peut-être se solidifient un peu, parce que c'est des jeunes, et puis devant les gars qui comprennent que c'est des très bons joueurs, ils le savent, mais qui comprennent encore mieux et qui osent encore plus de choses, avec un coach comme Rosenior, pour moi, on peut réussir à faire quelque chose de beau. T'as quand même des jeunes qui... Attends, Diarra, c'est plus un jeune, c'est maintenant un taulier. Il est encore jeune, mais enfin, taulier, il a fait un excellent joueur en plus. Doucouré, derrière. Doucouré, il progresse. Voilà. André Santos, je pense que là, déjà, c'est un miracle qu'il soit resté cette année, parce que Chelsea l'a reprêté. Mais bon, j'y crois pas. Voilà. Bon, t'as quand même des gars qui ont un peu de qualité. Ouais. Morera ne jouait pas ce soir, il fait une excellente saison. Donc, on a d'excellents joueurs, et ça explique le fait qu'on ne soit pas en train de jouer une 14e, une 15e, une 16e place, mais qu'on soit
sur une 10e, voire même un peu devant, ça vaut pas grand-chose. On était 10e avant le match, je crois. Je sais pas combien on est. Je sais pas si j'ai pas vu les classements après le match. Si ce ça n'a pas bougé, je crois. Ouais, 10e. Voilà. Ouais, 10e, voilà. Mais il manque pas grand-chose pour faire un peu plus. Et puis voilà. Effectivement, moi j'adorerais que Diarra reste l'année prochaine. J'adorerais que Santos reste l'année prochaine. Nanasi, j'y crois peut-être un peu plus, mais les deux autres, malheureusement, et c'est ce que je reviens sur ce que je disais avant. On n'a déjà pas aujourd'hui des gros cadres. On a des cadres, on a quand même Diarra, etc. Si on perd ces gars-là l'année prochaine, ça veut dire quoi? On repart dans les écueils de cette année où mais ça sera l'éternel problème de Strasbourg. Hein. Bah ouais, voilà, mais c'est le problème. Tant que le modèle est celui-là, je pense qu'effectivement. C'est le modèle qui veut ça, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on se rend compte qu'on peut faire de belles choses. Et que sur un modèle qui fait qu'on est limité malgré tout. C'est le modèle de la majorité des clubs aujourd'hui. Merci Antoine. Avec grand plaisir. Merci. Et alors, je vais me faire une unpopular opinion pour terminer, mais moi je suis pas forcément pour le retour des prolongations en Coupe de France. Parce que, pour une raison toute bête, c'est que moi. C'est que tu bosses tôt le matin ? Non, pas du tout. J'adore l'histoire des petits poussés en Coupe de France. J'adore ça. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est le moment où on peut s'éclater. Parce que ça favorise les petits, qu'il n'y ait pas de prolongue. C'est ça qui te. Parce que combien de fois on a vu des petits qui tenaient jusqu'à 90 et dans les prolongues. Mais t'as vu aussi les exploits avec les petits, en fait, avec les prolongues. Mais le banc, il tient pas, le machin, ça galère et ils prennent. Voilà, moi, je trouve. C'est mon petit truc. Mais en vrai, j'avoue que le football, c'est aussi les prolongations et c'est sympa. Mais voilà, j'aime bien. Voilà. Donc, tu peux signer. Vas-y. Mais sinon, qu'un quart d'heure. Non mais arrête un peu, tu vas pas inventer n'importe quoi. Non mais puis ou alors une fois 5 minutes et après avec un jour comme au hockey et puis voilà. Voilà. Non, j'en sais rien, voilà. Antoine qui comme moi donc a gagné à la grande loterie de la vie, il est né en Alsace. C'est magnifique. Bravo. Salut Antoine. Merci à tous, bonne soirée. À bientôt.